Alexandre Fouché, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous présenter votre dernier ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, Généalogie de l'homosexualité. Alors qu'est-ce que c'est ce titre, ce livre? Est-ce une histoire de l'homosexualité? Alors, la généalogie de l'homosexualité n'est pas qu'une histoire. La généalogie fait attention à l'histoire, évidemment. Donc, je survole, je balaye, mais en rentrant pas mal dans le détail quand même, les éléments importants de l'histoire de l'homosexualité. Mais le plus important, c'est de voir comment le concept d'homosexualité est apparu. En soi, en fait, c'est un concept très récent, apparu fin du 19e siècle. Or, évidemment, il y a toujours eu des activités qu'on qualifierait aujourd'hui d'homosexualité. Donc, essayer de comprendre justement comment l'homosexualité était comprise, perçue dans les âges précédents pour en arriver aujourd'hui à la question du mariage pour tous. Quel est le chemin que l'humanité a parcouru pour parfois rejeter, parfois accepter, parfois désirer, parfois au contraire interdire l'homosexualité jusqu'au mariage pour tous, pour tolérer ensemble l'homosexualité au niveau du vivre ensemble civique. Et alors qu'apporte votre essai, votre ouvrage, parmi toute la littérature déjà existante sur l'homosexualité? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur l'homosexualité, beaucoup d'ouvrages, quelques ouvrages historiques, beaucoup d'ouvrages sociologiques ou psychologiques essentiellement, mais réellement philosophiques, peu, voire très peu. L'idée c'est de proposer une approche philosophique de l'homosexualité. Une approche philosophique qui va permettre déjà de comprendre ce que c'est que le concept d'homosexualité, comme je dis, faire une généalogie pour voir d'où il vient, mais faire aussi une étude sur l'évolution juridique de cette notion d'homosexualité, sur l'évolution aussi, sur les éléments historiques, et enfin, reproposer même une phénoménologie de l'homosexualité pour arriver à comprendre comment l'homme, à partir d'une tabula rasa, à partir de ce qu'il est purement homme, comment il peut, comment il doit, comment éventuellement il devient homosexuel. Et donc tout ce travail-là va nous permettre ensuite d'arriver sur les conséquences philosophiques de l'homosexualité, notamment sur les problématiques de la politique. Donc au final, en s'interrogeant sur ce que c'est que l'homosexualité, on arrive à un essai de philosophie politique. Et c'est tout ce jeu-là de concepts qui est intéressant de travailler, donc de proposer une approche philosophique plutôt qu'une approche psychologique ou sociologique de l'homosexualité. Et finalement, pourquoi avoir écrit sur ce sujet? Ah, en fait, auparavant, mon essai précédent, et c'est les trivialités de l'amour, s'intéressait à l'amour et la sexualité. Comment l'être humain, effectivement, est sexué, fait l'amour de différentes manières, trompe ou trompe pas, se marie pas, être homosexuel ou hétérosexuel, etc. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que mon essai a souvent été interprété comme une espèce de cadre bien pensant ou mal pensant, au contraire, sur ce que devait être l'amour. Et la question de l'homosexualité et du mariage pour tous est arrivée, en fait, au moment, quelques mois après la publication des Trivialités de l'amour, où on m'a posé des questions sur est-ce que l'homosexualité pouvait vraiment bien se comprendre à travers les notions, les concepts que j'avais développés dans les Trivialités de l'amour. La question était d'autant plus intéressante que ça m'a contraint à repenser pas mal de démonstrations que j'avais fait dans ce précédent essai, notamment à repenser cette notion de ruse de la nature que j'avais empruntée à Schopenhauer, pour pouvoir justement arriver à repenser ce que c'est que la sexualité humaine. Donc arriver à tout un retravail de redémonstration sur ce que c'est même en soi la nature humaine.